Secrétaire national des écologistes, tu viens tout juste d'officialiser ta candidature à la présidence de la République pour 2027. Tu es aussi l'auteur du livre « Demain, si tout va bien » aux éditions Albin Michel. C'est un titre qui est à la fois optimiste, lucide, faux, un petit peu à ton image, Marine Tondelier. Tu es une figure montante de l'écologie politique. Tu veux incarner une nouvelle génération plus ancrée, peut-être dans le réel, moins dogmatique et surtout plus humaine. Aujourd'hui, on va parler de ton parcours, de tes convictions, mais aussi de ton ambition, celle de devenir peut-être la première présidente écologiste de la République française. J'ai envie de dire bonjour Madame la Présidente. Madame la Présidente de la République. J'espère que ce sera de bon augure. Bon, je prends un peu d'avance, mais ça sonne bien. Ah bah tu l'as très bien fait. Bah déjà, je suis sur un très beau canapé. Je pense que ma psychanalyse peut commencer. Je sens qu'on est parti pour 1 heure. À quel moment, qui va être longue. À quel moment, Marine Tondelier, plus sérieusement, tu te dis « Ok, cette fois, c'est moi qui vais tenter l'Élysée ». Alors, je ne fais pas partie des politiques, souvent hommes d'ailleurs, qui depuis qu'ils ont 5 ans se disent « Moi, quand je serai grand, je serai président de la République » et qui portent déjà le costard pendant leurs études et tout. Il y en avait dans ma promo à Sciences Po Lille, genre Gérald Darmanin, qui étaient des gens qui ils avaient, je sais pas, 18 ans, ils étaient déjà habillés comme si c'était déjà au ministère, quoi. Ah, ça tire à balles réelles, déjà, dès non, le début mais moi, de l'interview. je me rappelle, j'étais arrivée à Sciences Po Lille, mais alors pas du tout pour faire de la politique, un peu par hasard. Moi, j'aimais bien toutes les matières, je voulais continuer à apprendre sur tous les sujets, quoi. Et je me rappelle être arrivée dans cet endroit en me disant « Ok, donc il y a des gens qui sont déjà politiciens, en fait. Ouais. » Et moi, je me disais « Mais si c'est ça, alors moi, j'en ferai jamais. » Et vraiment, je n'imaginais même pas, à ce moment-là, faire de la politique un jour, quoi. C'est chelou, tu trouves, très jeune, d'avoir l'ambition de devenir président de la République, où il faut d'abord connaître le terrain, connaître la politique, pour que ça conduise à cette ambition-là? Ah non, moi je pense qu'il n'y a que des bonnes manières de faire de la politique, parce que c'est bien de s'engager. Et pour le coup, ce qui me stressait à l'époque, c'est de voir des gens, c'est pas le cas de Gérald Darmanin, qui était déjà très à droite, mais des gens qui disaient « Moi, je veux faire de la politique, et du coup, je choisis quel parti ». Vous voyez, des gens qui vont s'engager avec tel parti parce que c'est le moment où ce parti monte, et s'ils avaient été 5 ans plus tard, ils ont pris un autre en disant j'ai plus de chances de devenir je sais pas quoi si je suis mise sur ce parti-là. Ça m'a toujours sidéré. Tu dénonces un engagement stratégique. Ouais, un peu arriviste, opportuniste, alors que moi, pour le coup, j'étais écologiste avant de faire de la politique, parce que je suis née dans un territoire où le jour de ta naissance, t'as déjà 5 ans d'espérance de vie de moins que si t'étais né à Paris, parce que t'es dans un site avec plein de Céveso, que le sol est malade, l'air est malade, l'eau est malade, tout est malade, et tout avec. Et du coup, j'étais très écologiste, et l'engagement politique est venu après, comme une continuation. Mais vous voyez, moi, je fais partie des gens qui étaient dans un seul parti et qui n'ont pas l'intention d'en changer un moment, parce que je me disais, tiens, peut-être que dans celui-là, j'aurais plus de chances d'aller plus vite, je sais pas où. Voilà, moi, je suis fidèle à ça, et je reconnais à tous les gens en politique, même ceux avec qui je suis pas d'accord, la constance. Ça, c'est un truc important pour moi. Mais aujourd'hui, quand tu te regardes dans le miroir, est-ce que tu vois une future présidente de la République ou est-ce que tu vois une militante? Alors, je pense que c'est bien d'être les deux, en règle générale. Ce qui est sûr, c'est que je ressemble pas à plein d'autres. Et ça, c'est un truc que le monde politique m'a envoyé la tête à de nombreuses reprises depuis que je me suis engagée. J'étais une femme jeune, écologiste et du bassin minier du Pas-de-Calais. Inutile de dire que sur le papier, j'avais au moins 4 raisons de pas être sur ce canapé aujourd'hui et encore moins à l'Élysée demain. Mais moi, je le regarde, ce monde politique, depuis longtemps. Et je vois, tout ce qui ne me convient pas. Et je me dis que si on remet toujours les mêmes, ça me conviendra pas mieux. Et 2, je vois à quel point c'est usé, ce truc-là. Ça ne convient plus à personne en réalité. Et évidemment, si tu me dis, est-ce que tu es une meilleure experte mondiale, je sais pas, une meilleure experte de la finance que Macron? Macron, c'était le Mozart de la finance. Tout le monde disait, c'est le Mozart de la finance, c'est le Mozart de la finance. C'était très impressionnant. Tous les Français disaient, c'est le Mozart de la finance, c'est très sérieux, on va le mettre. Il y a des gens qui, comme ça, avaient une présomption de crédibilité. Quoi qu'ils disent et quoi qu'ils fassent, ça avait l'air sérieux, quoi. Le bon costume, le bon diplôme, les bons réseaux. Et en fait, le Mozart de la finance, quand on voit ce qu'il a fait de la finance, tout ça pour ça, et quand on voit ce qu'il a fait du reste, il y a encore de quoi être plus inquiet. Et donc, à la fin, je me dis, peut-être que je leur ressemble pas, je coche pas les mêmes cases, mais j'en coche quand même beaucoup. Faut pas, parce que je suis une femme, de me dire, de voir que mes défauts. Et deuxièmement, j'en coche d'autres qui ne cocheront jamais. Par exemple, moi, je revendique peut-être être Mozart de l'empathie. C'est plus important. Et voilà, moi, je suis une écologiste, je suis aussi une maman. Je vois toute l'énergie que je mets là-dedans, je le fais aussi pour tous nos enfants, voilà, les miens, mais aussi les vôtres, pour vos petits-enfants. Et voilà, il y a des sujets sur lesquels je me bats, la solitude, l'enfance, les territoires méprisés de la République, les mamans solo. Enfin, il y a plein de sujets qui sont absents du débat public. Alors que franchement, quand on voit combien de personnes ça concerne, on devrait en parler tout le temps. Donc je revendique de mettre ces sujets dans la campagne, et je revendique que si j'étais à l'Élysée,
franchement, je ferais bien plus de bien à ce pays, parce que c'est important la notion de faire du bien, voilà, que ce pays aille mieux, qu'on le répare. Tout a été cassé, les forêts, l'eau, les services publics, les gens. Voilà, il y a 9,8 millions de pauvres, il n'y en a jamais eu autant. Et donc je me dis, il y a tellement de choses à réparer, à apaiser, que c'est... Voilà, mon profil, c'est faire ça. Un, parce que je suis écologiste. Deux, parce que c'est des sujets qui m'importent depuis très longtemps et que je vois ce pays s'abîmer, que je ne supporte plus. Je vois tellement de gens là qui marchent, le regard baissé, qui se sentent humiliés. Le mépris, c'est un mot qui revient tout le temps. Et le mépris, en fait, voilà, c'est terminé. Et pour couper net avec ça, il faut quelqu'un de radicalement différent. Et je le dis, les Français ont toujours élu des présidents très différents du précédent. Alors Sarkozy, par exemple, tout le monde était épuisé. Sarkozy, très très fatigant, cette agitation permanente. Ils ont fini par dire « Ah, on va prendre un président normal ». Le slogan de François Hollande, c'était « Je suis normal ». Et les gens disaient « Ah, ça a l'air très très bien normal, parce que là, on n'en peut plus ». Après le président normal, ils ont voulu Jupiter. Ils ont peut-être besoin de plus d'action, de dynamisme, etc. Et là, Jupiter vertical qui se prend pour Dieu, tout le monde en a vraiment ras-le-bol, 90% des Français qui ne le supportent plus. Et donc je me dis, après Jupiter, peut-être que, voilà, oui, Jupiter c'était Macron après Hollande, des gens ont voulu quelqu'un justement de très vertical, de très descendant, de très sûr de lui, de jeune, d'impulsif, de dynamique. Et donc là, ça a fatigué tout le monde. Un arbre? Non, mais je me dis que voilà, de mettre un profil qui est très différent, qui est plus collectif, qui est plus empathique, qui fait attention aux gens et qui connaît ce pays. Voilà, qui est pas le Touquet, excusez-moi, c'est pas la ville la plus représentative de la France. Bon, Hénin-Beaumont non plus, vous me direz. Mais vous voyez, moi, je sillonne le pays depuis 4 ans, je suis passionnée par ce pays et par toutes celles et ceux qui y habitent. Pas juste par certains territoires, pas juste par certains milieux. Je revendique une écologie qui s'occupe de tout le monde. Ton affiche aussi de campagne, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit pour celle-ci, mais en tout cas... Il n'y a pas encore d'affiche, le visuel. Elle est marquante, oui, le visuel, sur lequel tu écris « Une autre marine est possible ». On va le regarder. On a surtout un gros drapeau de la France. Mais ça, il va ça apparaître. va aussi. Voilà, une autre marine est possible. Je voulais savoir pourquoi ce choix. Une autre marine, est-ce que c'est fort? Est-ce que c'est malin? Est-ce que c'est risqué? Ben moi, je revendique que quand on s'appelle Marine, ça fait quand même des années maintenant qu'on se tape que des blagues sur notre prénom. Parce qu'une autre Marine a décidé de privatiser ce prénom, parce qu'elle voulait tellement gommer son nom de famille, c'est-à-dire Le Pen. Il fallait pas dire Le Pen, ça faisait trop peur aux enfants et aux adultes aussi, et à juste titre. Donc c'était Marine. Marine et ses chats et ses pétunias pour mieux oublier son programme, que moi, personnellement, je n'oublie pas. Et donc j'ai rencontré tellement de Marines qui m'ont dit « on n'en peut plus de s'appeler comme ça, merci de nous libérer et de nous réconcilier avec notre propre prénom », que j'ai décidé voilà, d'assumer. Et en plus, moi, quand j'étais... ado, enfin je sais pas, j'avais devais avoir 18-20 ans, il y a la chanson de Diams qui est sortie sur Marine. Marine, ouais. T'as un vrai prénom d'ange, dis-moi ce qui te prend. Et en fait, dans les soirées, parce que oui, j'étais dans les soirées, on écoutait Diams, bah en fait, la chanson passait et tout le monde disait Marine, Marine. Et je crois qu'il y a 17 ou 19 fois, donc c'était très très long pour moi à chaque fois, je me disais, mais quel enfer ce D'ailleurs, prénom. Diams, dans sa chanson, elle emmerde le FN, donc le Front National. Est-ce que toi, t'emmerdes aujourd'hui le RN, le Rassemblement National? Ah, je crois que c'est officiel, oui. Dans ma volonté de les combattre, mais aussi dans ce qu'ils pensent de moi. Pour combattre, au moins, ça nous fait un point commun, on est d'accord là-dessus. Pour combattre, il faut... je veux dire, quelqu'un aujourd'hui qui fait de la politique et qui ne dérange pas, pour le dire de manière très polie et de manière présidentiable, le Rassemblement National ne fait pas son travail. Si le Rassemblement National n'a pas de problème avec vous, c'est que vous faites petite partie du problème. Vous avez des points communs avec Marine Le Pen? Bah, du coup, ma ville, puisqu'elle a décidé de se parachuter à Hénin-Beaumont, où je précise, elle n'habite pas. C'est-à-dire que Marine Le Pen habite à Saint-Cloud. Elle habite à Saint-Cloud, tout le monde le sait. Et ça fait quoi? Ça met le seum? Elle est députée. En fait, elle est venue là parce que électoralement, elle avait repéré que dans une ville qui va très mal, donc il y a eu les mines qui ont fermé, la désindustrialisation, le maire qui finit en prison parce que toi, avec 18 chefs d'inculpation. Oui, je ne suis en rien dans tout ce que je viens de citer, évidemment. Moi, je suis après, mais tu vois, tout tombe. Et donc, comme elle, il y a un côté charognard. À chaque fois que je dis ça, que je la compare à un vautour, j'ai des associations de la biodiversité qui disent attention, c'est diffamatoire pour les vautours, qui sont des animaux très très essentiels à l'écosystème. Mais donc, je le dis quand même avec beaucoup de respect pour les vautours. Elle tournoyait un peu comme ça et elle s'était dit tiens, le bassin minier du Pas-de-Calais, déjà, ça a l'air pas mal en termes de terreau fertile, de désespérance qui peut m'aider à faire des voix. Donc, le prénom Marine et Hénin-Beaumont, c'est trop pour toi. Non, mais elle se présente à Lens, elle se présente à Béthune, puis après, Hénin, le maire est en prison, attendez, j'arrive. Enfin, franchement, ça se voit, quoi. Et au moins, elle pourrait dire, bon, maintenant, j'habite là, c'est officiel. Mais elle n'a jamais habité là du tout, depuis 2 mandats de députée. Mais à part Hénin-Beaumont et le prénom Marine, vous aimez peut-être, je sais pas, les chats? Ah, moi, je suis allergique. Ah,
Voilà, c'est eux qui m'aiment pas du coup. Enfin, je sais pas qui aime pas qui. J'ai pas de problème spécifique avec les chats, mais je suis très allergique. Donc si j'en avais 7 comme elle, je ne serais pas là aujourd'hui. Elle défend la Par contre, cause animale. J'ai une poule et une tortue. Oui, enfin, moi, les gens qui défendent plus les animaux que certains êtres humains, ça m'a toujours posé un problème. Voilà. Qu'est-ce que C'est tu réponds à ceux qui disent que tu utilises son nom pour gratter de la lumière sur son dos? Ça m'a toujours fait rigoler, ça, parce qu'un jour, ma première campagne législative, donc j'étais à Hénin-Beaumont, j'avais, je sais pas, 25 ans. Et alors, c'était des supporters de Mélenchon qui m'aidaient. Parce que donc, il y a Marine Le Pen est là, parce qu'elle décide de se ramener là. Et Jean-Luc Mélenchon vient aussi. Et je me rappelle, il y avait des gens sur Internet qui disaient oui, toi, de toute façon, tu te présentes là exprès pour bénéficier de la lumière de Jean-Luc Mélenchon. Je t'ai fait, excuse-moi, je suis candidate depuis 6 mois et j'habite là. Donc, en fait, je suis là. Voilà, c'est comme ça. Je veux bien en plus que ce soit pas de ma faute. Donc voilà, c'est mon prénom. Je m'appelle comme ça. Je vais pas changer de prénom pour qu'on ne puisse pas me reprocher je ne sais quoi avec Marine Le Pen. C'est mon prénom, c'est comme ça. Mais alors, moi, je m'appelle comme ça parce que ma mère avait lu dans Paris Match l'année de ma naissance, que Michel Platini avait appelé sa fille Marine. Et donc, je pense pas qu'elle était particulièrement fan de Michel Platini, puisque chez nous, c'est le RC Lens, pas la S Saint-Étienne. Mais elle avait trouvé ça chouette comme prénom, ça lui a donné l'idée. Après, c'était les Verts, Platini. Donc, tu vois, hasard, je ne pense pas. J'aimerais savoir, Marine Tondelier, comment tu réagis quand tu es dans ton intimité, chez toi, et que tu tombes sur ce type de commentaires, ce type de tweet qu'on va... Là, tu vas montrer des trucs que je ne lis pas, donc auxquels je ne suis pas confrontée. Bah là, je te remercie de me confronter à la violence des réseaux sociaux. Mais c'est intéressant de savoir aussi comment tu réagis à ça. On va regarder... J'ai une petite cuirasse depuis le temps. On va regarder un premier tweet qui réagit à ton annonce, justement, et qui dit « Encore une qui va faire 2% et empêcher la gauche de passer au second tour. » Quand tu es chez toi, non mais franchement, dans ton intimité, tu tombes là-dessus, je veux dire, t'en parles avec des amis, t'en parles avec ton mari, tu te dis quoi? Alors, premièrement, on va admirer ce magnifique mur de briques héninois pour vous montrer ce que c'est que le Pas-de-Calais. C'est de la brique. Dès que je vois de la brique, je suis contente. Donc, merci pour ce tweet. Et alors, SWN, je sais pas quoi, qui a comme d'habitude le courage de l'anonymat. C'est souvent le cas avec les gens qui insultent les gens sur les réseaux sociaux. C'est, à mon avis, un homme. C'est le cas de la plupart des commentaires haineux que je reçois. Donc, j'en prends acte aussi. Voilà. Je vous laisse en tirer les conséquences et les conclusions que vous voulez. Et pour le coup, on peut me faire des reproches, j'ai pas de problème avec ça. Quand vous êtes en politique, vous vous exposez à des reproches, c'est la vie. On va pas se heurter à chaque critique. Mais par contre, ce qu'on peut pas me reprocher, c'est de dire que je vais empêcher la gauche de passer au second tour. Parce que pour le coup... Ça revient beaucoup. Ah oui, mais alors, excusez-moi, mais pour le coup, moi, depuis le début, c'est pas que ça me saoule ou pas, le sujet, c'est que c'est faux. Depuis le début, je suis très très claire sur une chose, bien avant d'être candidate, et bien avant même d'avoir imaginé être candidate, c'est que pour 2027... ce qui va se jouer, c'est que oui, le pays peut basculer entre les mains des... C'est comme ça. Il y a une bascule réactionnaire au niveau mondial. Les États tombent les uns après les autres en s'entraînant les uns dans la chute des autres, comme des dominos. Et le prochain domino qui peut basculer, c'est la France. Alors, celles et ceux qui prennent ça avec légèreté, qui sont prêts à prendre le risque ou à tenter leur aventure personnelle, ouais, c'est grave. Parce que si vous êtes racisé, si vous êtes une femme, si vous êtes LGBT, si vous êtes fonctionnaire, si vous êtes un défenseur des droits humains ou des droits du vivant, vous voyez très très concrètement ce qui peut vous arriver. Certains ont vu ça avec plus de détachement parce qu'ils sont privilégiés. Moi, ça fait 10 ans que je suis élue d'opposition au Rassemblement national. Je connais quelles sont leurs méthodes, leurs pratiques, je les ai vues de près. Alors, de manière très très frontale, parce qu'une petite ville, tout le monde se connaît. Enfin, quand vous êtes insulté dans toutes les boîtes aux lettres de la ville, c'est pas un tweet, c'est voilà, toute votre famille qui lit, c'est les copains de votre enfant à l'école. Enfin, il y a un truc très très violent. Après, c'est une ville de 27 000 habitants. Et donc, je me suis toujours dit, mais s'ils gagnent le pays, mais je vois exactement comment ils vont faire, quoi. Je les connais depuis trop longtemps. Donc ça, moi, ça me tétanise. Et depuis très longtemps, j'ai dit, il faut qu'une seule candidature de la gauche et des écologistes à la présidentielle. Je me suis engagée pour ça depuis, je crois que ma première tribune sur le sujet est en mai 2023. C'était dans le journal du dimanche, à l'époque où on avait encore le droit d'aller dedans, avant que ça devienne complètement aussi réac. Bon, donc je l'ai dit très clairement. Et je ne me suis pas contentée de le dire. J'ai ensuite milité pour qu'on ait une primaire de la gauche et des écologistes qui aura lieu en 2026. Et ce sera un moment où les électeurs pourront décider qui est le candidat commun, si ce n'est unique, pour la gauche et les écologistes. Donc moi, je suis candidate à la présidentielle si les adhérents de mon mouvement m'accordent leur confiance, parce qu'il y a un vote pour valider ça le 8 décembre. Deuxièmement, je suis candidate à cette primaire et je n'aurai aucun problème. Si je la gagne, évidemment, être candidate à rassembler, à tout faire pour qu'on gagne. Et moi, je crois vraiment que c'est possible. Ceux qui croient que c'est pas possible, qu'ils fassent autre chose. Moi, je crois que c'est possible. Et si je la perds, eh ben, je serai derrière la personne qui aura été désignée. Pourquoi ? 1, parce que c'est la condition pour gagner. Et 2, parce que c'est les électeurs de gauche et écolo qui auront décidé.
Donc, je veux dire, quand on vise la présidentielle, il y en a qui ne veulent pas être dans cette primaire, pas encore, parce que je pense qu'on n'est pas au bout de l'histoire. Mais comment on peut dire, moi je vais être à l'Élysée, je m'y vois, je crois, franchement, je vois le truc. Mais ils ont peur de passer par les électeurs de la gauche et des écologistes. Bah, du coup, il faut m'expliquer. Moi, je sais ce que je vais t'expliquer. J'ai un deuxième tweet à te montrer. J'ai une question d'ordre numérique à te poser juste après. On va le voir apparaître. Alors, ce titre, il dit « Le bouffon vert en président et le joker en Premier ministre ». Ah bah, c'est encore un mec qui fait un commentaire parce qu'évidemment, c'est toujours dans le même sens, c'est des critiques. Et ma question d'ordre numérique, elle est la suivante après ces deux tweets qu'on vient de voir. Est-ce qu'il faut lever l'anonymat sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il n'est pas temps de faire quelque chose, de faire ce qui est possible? Ah, t'as des questions numériques? Je pensais qu'il allait y avoir un sondage avec des chiffres numériques, tu vois. Bah non, en tant que présidente de la République, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire là-dessus, là où justement les réseaux sociaux sont devenus le monde réel pour beaucoup, et surtout la Gen Z. Et il y a des conséquences sur le réel, par ailleurs. Tout à fait. Et on a l'impression qu'on demande la lune quand on demande de lever l'anonymat sur les réseaux sociaux. Mais moi, ce que j'apprécie dans la vie, c'est le courage. J'ai beaucoup de respect pour le courage, en politique ou ailleurs. On a un pays où il y a plein de gens courageux par leur engagement, par le métier qu'ils font, par des gens qui tiennent ce pays à bout de bras. Et en fait, j'ai très peu de respect pour les gens qui font ça sur les réseaux sociaux. Souvent, j'ai de l'empathie. Je me dis, mais quelle doit être sa vie à cette personne pour que tous les soirs, en rentrant, ou le matin en se levant, son premier réflexe soit de venir insulter le physique des meufs politiques. Enfin, franchement, ça en dit quand même plus sur eux que sur nous. Hein. Donc moi, ça m'inquiète en fait pour eux. Et en général, j'ai pas de haine. C'est pas mon tempérament de dire, il me déteste, je le déteste encore plus. Franchement, je suis inquiète en disant, j'espère que cette personne s'en sortira dans la vie et passera à autre chose un jour. Mais je pense que si on levait l'anonymat, effectivement, comme c'est pas des gens courageux, parce qu'ils se masquent sous des pseudos, etc., je pense qu'ils se permettraient beaucoup moins de choses. Et moi, je suis très pour la liberté d'expression, je n'ai pas de problème. Je rappelle que la liberté d'expression est encadrée quand même par la loi. il y a des propos on ne peut pas les tenir. Mais on se rend compte que sur les réseaux sociaux, ça ne fonctionne pas. Bah, ça ne fonctionne pas parce que déjà, c'est des plateformes. Enfin, Twitter, on se le dit quand même, hein, a été racheté par un milliardaire libertarien, Elon Musk, pour faciliter l'élection de Trump aux États-Unis, mais d'autres élections partout dans le monde. Donc c'est un vrai problème politique, hein. De se dire qu'aujourd'hui, quand vous avez beaucoup d'argent, au début, vous pouvez acheter un beau sac à main, après une belle maison, des voitures de luxe, un super yacht, un jet privé, puis à un moment, vous ne savez plus quoi vous achetez le pouvoir. Et ça, c'est un vrai problème démocratique. Je le dis parce qu'aujourd'hui, l'argent fait beaucoup de choses en politique. Nous, on doit se battre contre ça, et sans les mêmes moyens. Mais on a un vrai problème avec Twitter, qui, moi, est mon outil de travail. Moi, je veux dire, j'en ai pas besoin pour être heureuse dans ma vie, c'est mon outil de travail. Tous les journalistes travaillent dessus. Si je partais de Twitter, ça me ferait beaucoup de bien à ma vie, sauf que je serais la seule chef de parti et la seule candidate à la présidentielle à ne pas être dessus. Oui, donc tu aurais un train de retard. Non, mais c'est pas un train de retard, c'est que les journalistes aujourd'hui, quand ils lisent moins les communiqués de presse. Avant, on faisait un petit communiqué de presse, on envoyait par email, par fax avant. Maintenant, en fait, ils ouvrent le compte Twitter en disant « Ah, est-ce qu'elle a réagi sur, je sais pas quoi, l'actualité du jour ?» C'est le nouveau fax. Ouais, c'est ça. C'est le nouveau espace de travail des journalistes. C'est là qu'ils voient qui a dit quoi sur quoi. Donc c'est un outil de travail. Et je trouve que nous exposer à cette violence, en fait, la France devrait faire appliquer la loi. Et en fait, ces plateformes, elles doivent normalement réguler les personnes, les propos qui incitent à la haine. Il y a aussi beaucoup de pornographies maintenant sur ces réseaux. Sachant qu'il y a des très jeunes qui sont dessus, moi tout ça me pose énormément de problèmes. On n'est pas capable, nous, la France, demain, toi, présidente, d'imposer aux plateformes, de dire la plateforme, elle ferme à partir du moment où l'identité, elle n'est pas transparente. On met la carte d'identité, chaque utilisateur met une pièce d'identité. C'est vrai que ça paraît simple quand on le dit, tout le monde dit ça, beaucoup disent ça sur les réseaux sociaux. Et on se demande pourquoi c'est pas appliqué. Quels sont les intérêts qui sont cachés derrière? C'est un problème de volonté politique, je le dis. Mais toi, tu y arriverais? Ah bah oui, parce que nous, on a beaucoup de volonté politique. Et de courage. Donc demain, Marine Tondelier, présidente, l'anonymat sur les réseaux sociaux, il est levé, il faut la pièce d'identité pour pouvoir être inscrit? Ah, pour moi, c'est un vrai sujet. Que les gens soient responsables de leurs actes de manière générale dans la société, mais de ce qu'ils écrivent sur les réseaux sociaux et que les propos qui sont interdits par la loi soient régulés. Je le dis, moi, à la limite... je vois bien ce qu'ils essayent de faire. En fait, au début, ils essayent de vous... Et je l'ai vécu à Hénin sans les réseaux sociaux, moi. C'était le journal municipal. Tous les mois, dans toutes les bouteillettes de la ville, il y avait le journal municipal fait par la mairie avec des propos horribles sur moi. Des trucs faux. Un jour, j'habitais à Paris, je sais pas quoi. Et même ma voisine, un jour, elle me dit « Ah, mais vous êtes revenu habiter là ?» Je dis « On habite dans la même rue, j'habite là. Vous le savez, cette maison, je l'ai depuis 2015. » Et avant, j'ai grandi à 500 mètres de là, donc j'ai toujours été là. Elle me dit « Ah bah, mais je l'avais vu dans le journal. » C'est le journal de la mairie. « Ah bah ouais, je me disais aussi, c'est bizarre, mais c'était écrit. » Vous voyez, il y a la force de l'écrit. Donc c'est pas que les réseaux sociaux, c'est un truc de désinformation, de manière de faire de la politique qui est sale, en fait.
qui est mensongère. Après, je me dis toujours, s'ils doivent s'en prendre à vous avec des mensonges, genre celui qu'on a vu juste avant en disant elle va faire perdre la gauche. Moi, en fait, je suis pour qu'il n'y ait qu'une seule candidature. C'est moi, c'est bien, c'est pas moi, je soutiens celle qui sera là. Donc, qu'on pose plutôt la question à celles et ceux qui veulent pas venir dans la primaire. Mais vous voyez, il y a un truc comme ça de celui qui crie le plus fort et celui qui va le dire. Enfin, il y a un côté un peu escadron, quoi. On va se mettre à 1000 et on va répéter ça tous les jours dans ses commentaires. Comme ça, les gens qui liront ce commentaire, ils penseront vraiment. Enfin, mais la vérité c'est de la désinformation. La vérité n'existe plus sur les réseaux sociaux. Oui. C'est la perception qui compte plus. Eh ben, c'est peut-être une valeur vintage, la vérité, mais moi j'y tiens. Et franchement, si on arrête de se battre pour la vérité, on aura. Enfin, je ne sais même pas pourquoi on fait tout ça en réalité. D'ailleurs, Marine Tondelier, si un jour tu ne fais plus de politique, comme Marlène Schiappa, est-ce que tu pourrais être chroniqueuse dans l'émission de Cyril Hanouna, Tout beau, tout neuf? Ou participer au Traître, une émission de télé-réalité sur M6? Je crois pas. C'est ça que je ferais. J'avoue que, en fait, quand tu es en train de pédaler, d'être dans le guidon, en train de préparer la présidentielle, t'es pas en train de dire alors, qu'est-ce que je ferai après? Tu vois, il y a un moment de. Elle était ministre quand même. C'est vrai que ça a surpris beaucoup de personnes. Bon, déjà, mon modèle dans la vie n'est pas Marlène Schiappa, qu'on se le dise. J'ai beaucoup de problèmes avec ce qu'elle a fait, comment elle l'a fait, et de problèmes de ligne politique. Je vais te montrer un extrait vidéo. C'est un extrait vidéo dans lequel tu sors d'un restaurant, le Matignon, et le tweet de Réalité Actuelle dit: avant la réunion avec Emmanuel Macron, Marine Tondelier, Fabien Roussel, Olivier Faure et Boris Vallon ont déjeuné tous ensemble dans le restaurant Le Matignon aux frais du contribuable. J'espère qu'ils en ont bien profité pour goûter le caviar bulgare à 1 250 €, les 125 mètres carrés. À la louche. Je sais que tu as hâte de répondre, mais ce sera juste après ça. Bonjour. Bonjour Madame Tondelier. Qui connaît la route? Pour l'Elysée, c'est là à droite. Vous êtes déjà à Matignon? On voit que je ne suis pas dans mon quartier préféré. Silence radio. C'est un peu gênant, j'ai l'impression. Non? Ok, Monsieur Roussel, bonjour. Allez, on y va. Je vais vous suivre quand même, hein, vous m'en voulez pas? Je toussais les gens. Ah bah si. Est-ce qu'il a raison, journaliste? Est-ce que c'était un peu gênant? Est-ce que tu étais gêné d'être filmé, apostrophé en sortant d'un restaurant comme le Matignon, considéré comme une brasserie de luxe? Bon, alors déjà, c'est important d'avoir cette vidéo, de pouvoir m'expliquer, parce que je fais l'objet d'un cyber sur la question, jusqu'à des lettres dans ma boîte aux lettres à Hélène Beaumont, parce qu'évidemment mon maire en a fait des caisses comme d'habitude pour lâcher les chiens sur moi. Et donc, ça me donne l'occasion d'expliquer. Ce jour-là, je me réveille à 4h30 ou 5h du matin, parce que j'ai une matinale sur TF1, si mes souvenirs sont bons. On part dans un truc, matinale de TF1, je sors, j'avais des réunions toute la matinée, j'appelle sur la route entre la matinale et ma réunion suivante, j'appelle Fabien Roussel qui me dit: mais moi Marine, j'étais à Saint-Amand, parce qu'il est maire de Saint-Amand, il me dit: je peux arriver à 12h57 à la gare du Nord. Donc on a rendez-vous à 14h à l'Élysée, il arrive à 12h57 gare du Nord, ok. J'appelle Faure qui me dit: bah il faut qu'on se prépare en fait, on va être face aux macronistes, Horizon, Macron qui est quand même un pervers, enfin on sait pas dans quelle situation il va nous mettre, mais ça nécessite une coordination, une préparation. Et donc est-ce qu'on se rejoint à l'Assemblée, nos équipes elles font comme elles peuvent, et on finit par dire: bon bah vu que Fabien il arrive gare du Nord, s'il passe par l'Assemblée en fait on aura 3 minutes pour se parler, donc il faut trouver un restaurant pas loin. Et au moment où on se dit ça, il est déjà midi en fait, le temps de mettre tout le monde d'accord, est-ce qu'on est ok pour manger ensemble, comment on fait, bref. Et donc, il doit être midi, le rendez-vous, il est à 13h. Et donc, on finit par prendre au plus proche de l'Élysée. En fait, si quelqu'un connaît un resto pas cher aux abords de l'Élysée, il me prévient. Moi, c'est un quartier, on voit la sortie. Je suis en train de dire: c'est par où? Je ne sais absolument pas où je suis. Je ne vais jamais dans ce quartier. Voilà. Et donc, on non, mais quand bien même, pardon, Marie Tondelier, ouais. Mais en quoi ce serait moins choquant qu'un Nicolas Sarkozy aille au Fouquet's, qu'un Macron soit à la Rotonde, et pourquoi on devrait taper sur une Marine Tondelier qui irait au Matignon? Non, mais ça, c'est sûr. Mais je rappelle que je suis une femme jeune, écologiste et du Pas-de-Calais, donc j'en prends toujours plus que d'autres plein la tête. Et surtout, je peux vous dire, quand on est rentré, déjà, je suis rentrée, j'ai fait: ah oui, bah, j'ai jamais été dans un restaurant comme ça. Et j'ouvre le menu, je vois le prix rien que des entrées, donc j'ai mangé une entrée, hein. Et pas aux frais du contribuable, puisque moi je suis pas parlementaire, donc le aux frais du contribuable qui est rajouté par les médias d'extrême droite, voilà. Donc franchement, j'aimerais bien savoir où mange Marine Le Pen à Saint-Cloud. Je peux comparer mon prix de mes repas à la baraque à frites. Encore ce midi, j'ai acheté une frite à 3,50 € entre mon TER Hénin-Lille et mon train Lille-Paris à la friterie qui est juste en face de la gare. Franchement, on peut comparer le prix annuel de mon alimentation et celle d'autres. Marine Tondelier, on va se parler franchement. Je veux dire, parce que t'es écolo, parce que t'es de gauche, t'as pas le droit de manger dans un bistrot gastro?
Non, mais là, ce qui était critiqué, c'est qu'on réalisait, c'est qu'on est de gauche, et comme on est de gauche. Et moi, par ailleurs, j'étais pas à l'aise dans ce restaurant. J'aurais pas choisi celui-là. C'est pas moi qui ai choisi, c'est pas moi qui ai dit j'ai une super idée, on va manger dans un truc de luxe. Enfin, franchement, on a fait comme on pouvait. Non, mais en fait, Macron, je sais que c'est moi qui te pose la question. Non, mais il nous convoque comme ça. Enfin, on doit se démerder. On doit trouver un truc pour se voir, y compris pour prendre un café, pour juste se caler et pour aller à pied ensemble. On a fait ça, franchement. Non, mais Marine Tondelier, c'est pas le truc le pire. Je sais que je te pose la question, mais c'est vrai que tu vois, et tu l'as dit, tu as utilisé le mot le harcèlement que tu as vécu à cause de cette vidéo. Ouais. Mais ça me paraît dingue de devoir se justifier autant pour avoir mangé dans une brasserie parisienne. J'ai consulté la carte. Consulté la carte. Oui, il y a du caviar qui est proposé à la carte, comme dans plein de brasseries. Je n'en ai jamais mangé de ma vie. Et quand bien même. Je sais même pas quel goût ça a. Et quand bien même, comme dans plein de brasseries parisiennes, il était proposé. Il y a des entrées à 18 €, j'ai vu des entrées à 25 €. C'est très très cher pour une entrée. J'ai vu des entrées J'ai pris qu'une entrée, j'aurais aimé la payer moins cher. J'ai vu des entrées à 24 €, mais moi je te donne le défi d'aller dans plein de brasseries partout en France. Il y a plein de brasseries qui pratiquent des prix entre 15 et 25 € pour une entrée ou un plat. Mais je mange pas dedans, et par ailleurs cette entrée que j'ai mangée n'était pas si exceptionnelle que ça, je le dis. Donc, moi ce que je voulais aborder avec toi comme sujet... Les gens qui mangent dans ces restaurants tous les jours, franchement je ne les envie pas, mais ce qui m'a quand même choqué, c'est que le journaliste qui attendait la sortie, donc manifestement c'est quelqu'un qui a dit « Ah, j'ai vu des gens de gauche dans le restaurant, viens filmer, ils sont de gauche et ils sont dans ce restaurant », donc déjà ça dit quand même un truc de notre société. Après on est exposé, c'est comme ça. C'est dans les risques du métier. Et ils nous voient à la sortie en disant « Ah, c'est gênant », mais en fait, pourquoi c'est gênant ? Parce qu'on s'est vu très peu de temps, on a quand même beaucoup de choses à discuter, et en fait, on voulait marcher en continuant de se caler. Oui, et mais en fait, ça crée pas une hypervigilance chez toi ? Ah bah ça c'est sûr, mais ce qui est chiant, c'est que le mec nous suit de la sortie du restaurant en disant « Ah, vous êtes gêné, vous parlez plus ». Bah on parle plus, parce qu'on n'a pas envie que tu aies un film avec tout ce qu'on avait à se dire, et il nous suit jusqu'à quasiment l'entrée, jusqu'à ce qu'un policier lui dise « Bon, maintenant, là, il y a une barrière, tu passes pas ». C'est pour vous montrer que... Et moi, la fois dernière, quelqu'un dans le métro, il parlait, je sais pas quoi, il m'embrouillait, sortait dans le métro, et je lui disais « Attends, là, je suis au téléphone avec quelqu'un. Ah, ça y est, tu veux pas me parler ? De toute façon, les politiques, ils prennent jamais les métros. » Je dis « oui, peut-être que je comprends. » Parce que c'est qu'à un moment, dès que t'es au téléphone dans le métro, t'as un enregistrement de toi qui est envoyé à je sais pas qui, en regarde ce qu'elle disait. Enfin, il y a un truc comme ça où c'est pas simple. Après, franchement, par rapport à plein d'existences de Français, tout le monde a des problèmes. Toutes les activités professionnelles ont des Bien travers. sûr, mais c'est pas ça la question. Nôtre, moi, je voulais aborder la question de l'hypervigilance. Ça crée quoi comme hypervigilance chez mais toi? moi, j'ai pas besoin Est-ce que tu te dis parfois... Non, mais sincèrement, mais moi, j'ai pas besoin d'être parce que je fais pas des choses... On enlève le masque politique, on enlève les caméras. Est-ce que parfois, tu te dis chez toi, ah non, je peux pas mettre ces chaussures, elles sont trop jolies, je vais me faire critiquer. Ah non, ce blazer, il a l'air trop luxueux, on va forcément dire, ah, elle est écolo, elle est de gauche, elle peut pas porter ce type de blazer. Non, mais là, moi, j'ai pas ça parce que je vis en conformité avec mes principes. C'est-à-dire que si les gens ils veulent venir voir la rue où j'habite, il n'y a pas de problème. S'ils veulent voir ce que je mange, je suis végétarienne depuis 15 ans, je ne mange pas de trucs ostentatoires. Alors oui, je mange du fromage, tu vois, je l'ai dit, comme ça les gens le savent. Il y a des fromages qui coûtent très cher. Il y a peut-être des véganes qui vont dire elle mange du fromage alors que c'est l'exploitation animale. Je mange du fromage, j'aime ça. Peut-être que je devrais en manger moins ou pas. Bon, j'en mange. Mais j'assume tout ce que je fais. Je fume pas, je bois pas, je bois même pas de café. Enfin, il y a peu de situations. La fois où il y a eu une polémique sur un truc que j'ai fait, c'est parce que j'avais dansé avec Olivier Faure à une soirée au jour de l'été où on avait dansé, on avait fait un karaoké. C'est ça, voilà. La polémique sur moi, c'est que j'ai fait un karaoké. Je devrais avoir honte parce que j'ai dansé en public. J'ai toujours pas compris pourquoi, quand tu faisais de la politique, tu n'avais pas le droit de. Enfin, moi, je crie dans un stade. Parce que je crois que c'était le jour d'une attaque. Non, mais en fait, des actualités terribles, il y en a tout le temps. Enfin, regardez l'actualité. Donc, en fait, on doit plus rire, plus chanter, plus manger. Enfin, Est-ce que tout est bon pour te décrédibiliser ? Ah, ça, c'est sûr. Mais je vois d'où ça vient. Je vois de qui ça vient. Je ne suis pas naïve. Donc, t'es condamné. Ah non, mais je me dis... condamné, non, mais à faire attention à tout, en fait. Non, mais je me dis que... Comment dire ? Si je dérangeais personne, je m'inquiéterais aussi. Je me dirais que je sers à rien, voilà. Si là, l'extrême droite est à fond, parfois certains à gauche aussi ont décidé que j'étais la femme à abattre, bon, bah, ça veut dire que je suis peut-être au bon endroit. Et c'était pareil avec les notes de frais. Et t'en parlais sur le plateau... C'est quoi les notes de frais ? Qu'est-ce que tu vas voir, t'en parlais sur le plateau de BFM Télé. Regarde. Ah, c'était pas les miennes. Je constate quand même que les femmes en politique font l'objet de toujours plus et bien plus de critiques que les hommes, et que j'ai entendu au début du mandat là, de 2022 et de 2024 des critiques horribles, atroces sur des femmes politiques qui allaient en hémicycle et dont on considérait que leurs vêtements n'étaient pas assez... Vous en parlez notamment dans votre ouvrage que vous publiez aux éditions Albin Michel, Demain,
si tout va bien. C'est ça. Bon, bah, tout ne va pas bien en attendant. Qu'est-ce que tu réponds aux commentaires sous cet extrait relayé sur X, une fois de plus, anciennement Twitter, de John de Lorraine, Alerte Info, qui dit « Si on critique des élus pour l'utilisation de leurs notes de frais, c'est parce que ce sont des femmes ». Selon Marine Tondelier, comment la caste illégitime défend la caste qui s'engraisse sur le dos du contribuable? Mais moi, en plus, je dis ça, je suis pas maire de je sais pas quel arrondissement de Paris qui a des notes de frais quand même, et je suis pas parlementaire, donc je n'ai pas... Je suis pas concernée par ce système. D'ailleurs, vous constatez que sur cette vidéo, j'ai la même veste que celle-ci, que je crois j'ai mise à peu près tous les jours où j'ai fait les médias depuis que je l'ai achetée là cet été. Mais tu seras jamais invité à une Fashion Week, hein? C'est pas très grave. Je crois que je vais m'en remettre. Mais... Le premier bandieur, ce sera pas pour toi. Et je vais m'en remettre, les Français aussi. Tu seras pas copine avec Rachida Dati. C'est dommage, j'assume. Mais voilà, je constate. Enfin, j'ai vu en hémicycle des gens qui arrivaient. Ah bah cette femme, sa chemise ça va pas, son pantalon ça va pas. Enfin, c'est insupportable. Et donc en fait, le problème des notes de frais est un autre problème. Et oui, il faut faire attention avec l'argent public. Et la maire de je sais plus quel arrondissement qui disait ouais moi j'achète, je suis bien sapée. Parce qu'en plus les fringues que tu achètes, c'est de l'enrichissement personnel. Tu vois, je sais pas, t'es invité au restaurant, tu manges, bon après t'as fini de manger, ton repas est digéré, on n'en parle plus, tu gardes pas... c'est pas des cadeaux que tu gardes toute ta vie. Là, en fait, quelqu'un qui n'est plus mère, si elle a acheté 35 000 balles de vêtements de luxe, elle les garde en fait après. C'est ce qu'on appelle des biens mobiliers. Voilà. Alors que moi, les gens savent que quand je ferai plus de politique, normalement, je me trinquerai pas encore avec ma veste verte, ou sinon venez m'aider, c'est qu'il faut que je passe à autre chose. Donc voilà, je trouve, moi les vêtements en politique, pour moi c'est un uniforme, je ne m'habille pas comme ça chez moi. J'ai d'ailleurs une autre polémique parce que j'étais arrivée en legging, vous savez le legging qu'on met pour faire le ménage, conduire son fils à l'école tout en téléphonant, tout en n'oubliant pas de faire sa valise. Le legging hyper confortable. Voilà, moi j'ai ça, quand je suis chez moi, mon rêve c'est en fait soit d'être en pyjama, soit d'être en legging, et évidemment cette veste-là, dès que je suis plus avec vous, voilà, je m'habille pas comme ça toute la journée et toute ma vie, heureusement. Et donc j'ai eu une polémique parce que j'étais arrivée dans ce legging à BFM et que je me suis changée sur place. J'arrivais d'Hénin, moi j'ai le TER, puis le train, puis le trajet jusqu'à BFM. Donc en fait, moi je me change, je m'habille comme ça quand j'arrive. Déjà sinon le truc, et vous imaginez la journée qu'il a passée avant d'arriver à l'émission. Et voilà, et déjà même ça j'avais des commentaires. En fait je suis quelqu'un de normal, voilà. Donc quand je dois chercher mon fils à l'école en téléphonant, en faisant le ménage, je mets pas mon truc que j'ai pas les moyens de mettre au pressing toutes les semaines. Voilà. Quelle critique horrible, atroce, comme tu le dis, t'as entendu sur des femmes politiques qui sont en hémicycle? C'était des critiques sur les vêtements, sur leur poids. Bah tiens, elle a grossi, ceci. Ah oui, parce que les mecs ce sont aussi les garants on les remercie de leur sollicitude. Ils ont le ventre jusque-là, personne ne leur dit rien. Comme ils sont anonymes sur Twitter, je sais pas qui fait les remarques, mais en mode celle-là encore trop mangé. Enfin, franchement, moi je sais qu'à un moment j'avais pris un peu de poids. Et j'avais pas en fait, après tu dis oui, si c'est vrai, mais je l'ai vu parce que les gens sur les réseaux sociaux, celle-là, elle sent pâtée, elle bouffe. Et j'étais là, ok, bon ça c'est nouveau. J'avais d'autres critiques, j'avais pas ça. C'est marrant l'imitation que tu fais quand tu imites des utilisateurs de Twitter. Non mais c'est comme les mecs qui m'envoient des photos de gros steaks en message privé. Je dis mais qu'est-ce que tu veux que ça me fasse que t'es un gros steak, t'es content. Enfin c'est bon quoi. Je sais pas ce que tu essayes de faire. Ah bah ça c'est de la provocation végétarienne. Ouais, c'est pour que je dise steak sans dire végétal, mais enfin franchement, et souvent en fait tu vois les mecs qui sont vraiment dans la haine, dans le truc, t'as mal au cœur pour eux, et tu vois la photo, ils sont comme ça avec un enfant dans les bras et tout, et tu dis mais tu te rends compte. Alors moi quand j'étais jeune, j'étais motivée, j'avais le temps, je répondais aux gens. Je disais par exemple qu'il y en a qui voulaient que je sais pas quoi, je vais te faire par des migrants à Calais, machin, parce que j'étais allée à Calais, et donc j'avais des trucs horribles d'incitation au viol, je ne comprenais même pas le rapport, enfin ça n'avait aucun sens, et j'allais en message privé, c'était sur Facebook, et j'allais dire bonjour Jean-Pierre, manifestement tu as un problème, je sais pas, tu as un problème d'obsession avec des migrants, donc j'aimerais comprendre quel est le problème en fait. Tu viens de faire une incitation au viol alors que tu es avec un enfant de 5 ans dans les bras sur la photo, donc je t'indique juste que c'est bizarre, voilà. Et les gens étaient là, non, mais c'est pas ce que je voulais. Bah si, en fait, c'est exactement ce que tu as dit. Et je faisais ça un peu comme de l'éducation civique et pédagogique. Là, j'avoue que j'ai plus le temps et que je me protège aussi de ces commentaires. Et encore une fois, enfin, je sais pas, moi, j'aurais honte, en fait, d'avoir quelqu'un de ma famille qui fait ça ou enfin, de le faire moi-même, je le ferais pas, mais tu te dis à un moment, tu as conscience de ce que tu fais, en fait, c'est glauque, quoi. En parlant de protection, pendant 6 mois, tu as été victime de particulièrement violent, des centaines de messages, des vidéos, une usurpation d'identité et, alors c'est selon la dépêche, une agression présumée. La personne à l'origine... Elle est plus présumée puisqu'elle est condamnée. Eh ben, tu vas pouvoir m'en parler. La personne à l'origine de ce harcèlement, c'est une femme de 33 ans qui a été en effet condamnée à 8 mois de prison, dont 2 mois de sursis révoqués. Elle t'a
de manière obsessionnelle. Elle est allée jusqu'à inventer une relation amoureuse et évoquer une PMA qui n'existait pas, totalement imaginaire. Tu avais parlé à l'époque d'une vraie peur pour ta sécurité et celle de ta famille. Aujourd'hui, tu es là, tu es en face de nous, tu es toujours debout, tu es toujours engagée, plus que jamais, Marine Tondelier. Mais ce genre d'épreuve, est-ce que ça laisse forcément des traces? Oui, mais déjà peut-être pour raconter comment vous êtes au courant, parce que ça m'a un peu choquée. Donc j'ai porté plainte, la personne a été arrêtée en flagrant délit. C'est quelqu'un de Lyon qui a arrêté quand même à côté de chez moi, hein, qui était mobile sur le territoire parce qu'on était mariés, donc elle venait me voir dans sa tête. Bon. Et en fait, elle est en comparution, parce qu'en fait, elle avait déjà été condamnée pour érotomanie, et donc elle passe en comparution immédiate. Elle a eu 10 mois de prison, hein, parce que son sursis a été transformé, plus l'appel. Enfin, c'est un truc sérieux. Et donc ça passe au tribunal, je crois que c'était à Béthune. Moi, j'y suis pas allée, c'est mon avocat qui est allé. Et donc tout est expliqué avec mon nom et tout. Et en fait, il y a un journaliste qui était là, qui suit les faits divers au tribunal, et qui fait un article sans même m'appeler. Alors que normalement, pour mettre le nom d'une victime dans la loi, vous devez lui demander si elle est d'accord. Et moi, j'aurais pas, enfin, je suis assez transparente, j'aurais pas dit non, je vous interdis. Enfin, j'aurais dit ok, mais j'aurais prévenu par exemple mon grand-père de 95 ans qui l'a pris dans le journal le lendemain et qui en plus, la personne, le journaliste a suivi le procès. Mais le procès, moi, je me suis pas exprimée dans le procès. Il y a eu les paroles de cette jeune fille. Il y a eu mon avocat qui a fait comme il a pu. Moi, j'avais même pas trop envie de lui en parler, donc j'ai dit bon, enfin, franchement, même les policiers m'avaient dit, il y a aucun doute. Enfin, elle a été prise en flagrant délit. Il y avait des milliers de messages vocaux, il y avait tout quoi. Donc voilà. Et donc du coup, enfin voilà, si on m'avait interrogée, j'aurais expliqué un peu différemment. Donc l'histoire, déjà, je dis. Peut-être ça m'arrive parce que je suis exposée, parce qu'elle m'a vue à la télé, j'en sais rien, évidemment, puisqu'elle m'avait je ne l'ai jamais croisée avant que tout ça n'arrive. Mais je le dis, ça peut arriver à tout le monde. Et pourquoi je trouve ça bien d'en parler? Parce que vous devez avoir conscience, moi pendant longtemps, j'avais mal au cœur pour elle, j'étais un peu stressée pour qu'elle mette fin à ses jours, que franchement j'étais un peu dépassée par les événements. Et je me suis dit, mais aussi par lassitude et puis pour penser à autre chose, par déni peut-être, qu'en fait elle allait passer à autre chose. Comme je répondais jamais, pendant 6 mois. Après, j'ai fini par la bloquer. Je me suis dit, c'est fini. Et parce qu'en fait, ça a commencé par des appels, c'était souvent entre 20h et minuit. Elle t'appelait carrément. Au début, c'était ça, des appels en numéro inconnu. Et moi, il se trouve qu'à l'époque, j'avais un truc, j'étais suivie à l'hôpital, et donc j'avais besoin. En fait, il m'appelait toujours en numéro inconnu. Alors, je sais pas, l'heure me paraissait bizarre, mais je disais, je sais pas, c'est un résultat. Et donc, je décrochais avec un peu le stress, qu'est-ce que c'est? Et puis à chaque fois, c'était oui, bonjour, c'est moi. Donc moi au début je suis gentille, je dis je suis désolée là je peux pas vous parler, souvent j'étais en réunion, ou est-ce que vous pouvez me faire un mail? Et puis la personne faisait un mail pour dire qu'elle était victime d'un criminalité, qu'elle était LGBT, qu'elle était victime de lesbophobie, de... Et ça, moi, ce genre de mail, j'en reçois souvent en tant que responsable politique. Donc mon EPIC, qu'est-ce qu'ils font? Ils répondent, ils envoient vers des assos, ils font la réponse pour pouvoir aider cette personne. Et chez elle, cette réponse, qui a été la seule réponse qu'elle a reçue toujours, a été la preuve que j'étais amoureuse d'elle. A été un lien, un contact. Exactement. Et donc, elle continue à m'appeler en disant « Oui, c'est Bessie ». Et moi, elle me faisait peur, en fait, parce que 4, 5, 6 fois... Moi, en plus, je dors au siège des Verts seule le soir, donc tout le bâtiment est vide, il n'y a plus que moi qui passe la nuit là. Bon, quand tu as 10 appels anonymes la soirée, à un moment, tu commences à... C'est pesant, quoi. Tu t'endors en y pensant, t'es en réunion, ça sonne tout le temps. Bref, je finis par la... Et après, à un moment, je dis « Je veux plus que tu m'appelles ». Je lui dis « Écoute, Bessie, je suis désolée, tu me fais peur. Je ne veux plus que tu m'appelles, je ne veux plus que tu me contactes. Est-ce que tu comprends que si tu continues, je dois rappeler la police ?» Elle me fait elle raccroche. Et après, là, commencent les vidéos. Elle m'envoie des vidéos sur WhatsApp, comme un peu un vlog. Ah bah là, je mange, elle m'a montré ses aliments, ses tickets de caisse. Toute sa vie, toutes les 10 minutes, j'avais des vidéos. Et puis, tu vois, je voulais te dire, en fait, je t'aime, je sais pas comment te l'annoncer. Bon, je réponds pas, je finis au bout de quelques semaines par la bloquer, et je sors le truc de ma tête. J'ai tellement de gens, par ailleurs, qui me dans diverses formes que je passe à autre chose. Et aux journées d'été des écolos, donc c'était à Strasbourg au mois d'août, beaucoup de monde, et c'est les journées des écolos, c'est surtout des militants, c'est-à-dire que 9 personnes sur 10 que je croise, je les connais, je les ai déjà vus, c'est très, j'allais dire confraternel, mais je trouve pas l'équivalent féminin, enfin bref, c'est la famille, quoi. Je fais un atelier, puis quand je descends de la scène, il y a toujours des gens qui veulent faire des photos, et il y a une militante qui présente son bébé, donc je dis, ah tiens, ce bébé, il est mignon, comment il s'appelle? Et je fais la photo, et je vois une dame qui vient, qui fait, je t'ai acheté une pizza. Oh. Et moi, je lui dis, ah bah c'est très gentil, mais là, j'ai pas très faim. En plus, c'est des pizzas véganes avec du faux fromage. J'aime pas les faux trucs. Moi, soit on me donne un truc vrai, soit on met pas de fromage, mais le fromage, là, tout le monde, j'en pouvais plus. Tout ça. Merci beaucoup, mais non merci. Et là, je vois, elle fait, j'ai l'impression qu'elle allait se mettre à pleurer. Mais tu réalises que c'était elle, là? Non.
Bah non, il y a 50 000 personnes. Et elle me pose cette pizza. Quand je dis non, merci, c'est vraiment très gentil, mais là, j'ai vraiment pas faim. J'ai l'impression qu'elle va s'effondrer, c'est la fin de son monde, quoi. Donc je me dis, il faut faire attention à elle psychologiquement, elle a l'air de pas être bien. Et elle continue, elle reste. Et quand je prends la photo avec la dame avec son bébé, qui voulait une photo souvenir pour le bébé, pour lui montrer quand il sera plus grand, elle était là, comme ça, bras ballants, me regarder. Je vois, j'ai la raison, c'est une copine de la dame, et qu'elle ne sait pas, comme je viens de lui dire que je voulais pas sa pizza, elle est un peu timide, elle ne sait pas comment dire qu'elle veut être sur la photo. Donc je lui dis, bah viens sur la photo. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux venir sur la photo? Donc je lui dis, bah viens. Et je la prends, et en fait, elle se frotte. Elle me prend par la taille. Et la personne, je fais plein de photos avec des militants. Certains, parfois, ils se rendent pas compte. Ils te prennent par l'épaule et tout. Bon, moi, je suis assez dans le Pas-de-Calais, on se fait la bise, tout ça. Je fais pas attention, mais là, je sens directement qu'il y a un truc. Personne ne m'a jamais pris par la taille comme ça. Personne, ni en boîte, ni nulle part. C'était vraiment par la taille qu'elle te prenait? Elle est sur le côté, elle me prend comme ça, et elle m'agrippe en fait. Et j'ai premier sursaut. Et elle est en train de sourire sur la photo et tout. Et l'autre à côté se rend compte de rien avec son bébé. Elle dit tiens, pourquoi elle a invité une meuf sur la photo? Je la connais pas. Bon, tout le monde est amis. Et surtout, elle se frotte en fait contre ma cuisse. De manière. Et ça, tu le comprends tout de suite. Hein. Il n'y a pas de. Ouais. Et donc, je me retourne. Et là, je vois qu'elle a sa tête là. Et je la reconnais à ce moment précis. Et je dis oh, c'est la meuf de vidéo. Et donc je me dis, ma merde, elle est militante, elle est de Strasbourg, enfin je comprends rien. Et je lui crie dessus, je dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Je dis, qu'est-ce que tu fais? Je la pousse, et elle part en courant se cacher derrière un sapin. Bon, et je me rappelle, j'avais rendez-vous avec Cécile Duflot, pour qui j'ai travaillé longtemps, mais très copine, elle était venue comme intervenante. Et donc j'arrive et je dis, Cécile, je viens de me faire agresser par une femme. Et Céline me dit, ça va? Je dis, oui, ça va. Je suis contente d'être avec toi là maintenant, mais je m'inquiète parce qu'elle est là. Je ne veux pas qu'elle s'en prenne à d'autres gens, je ne veux pas qu'elle s'en prenne à elle-même. C'est quelqu'un de très déséquilibré. Et donc, je débloque la personne sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp et tout ça, pour récupérer ses anciennes vidéos et envoyer à mon équipe, à qui je n'avais pas trop parlé du truc. Je dis, en fait, cette personne m'a envoyé beaucoup de messages, elle vient de m'agresser, vous inquiétez pas, c'est ok, mais il faut la retrouver parce que... Et en fait, il a repère assez facilement, parce qu'en fait, elle était un peu en train de zoner, tout le monde voyait qu'il y avait un problème, et elle était en fait sur le stand de la librairie de l'événement, en train d'acheter un livre sur le... qu'en fait, elle voulait m'offrir parce que je la... Et en fait, je parle avec Karima Deli, qui est ma présidente de groupe à la région Hauts-de-France, et là, ma DIRCAB l'intercepte, juste avant, parce qu'elle revenait me voir pour m'offrir son livre, et donc elle dit, maintenant ça suffit, il la sorte. Et... Bon, moi, je suis comme très... Enfin, vraiment, ce premier moment, je culpabilise en disant, bon, bah, peut-être qu'elle a payé son entrée, comment elle va faire pour entrer... Enfin, tu vois, tout de suite, des trucs de... C'est toi qui culpabilise. Et puis, comment ça peut être transformé, même. Et surtout, je l'avais débloqué. Et donc là, elle m'envoie son positionnement, viens me rejoindre. Et bon, tous les matins, quasiment, elle m'envoyait son positionnement pour que je la rejoigne. Donc, à Strasbourg, elle est venue à la braderie de Lille, j'étais sous protection policière, elle est venue au contact plusieurs fois. Et moi, je la bloquais pas parce que, comme elle m'envoyait son positionnement, bah, je me disais, au moins, je sais dans quelle ville elle est. Donc, si je me réveillais, elle était à Lyon. J'étais à... Si elle ne m'envoyait pas sa localisation, je me disais, merde, peut-être qu'elle arrive. Des fois, elle m'envoyait des billets de train dans la nuit en disant, je viens. Et en fait, elle est devenue très agressive. C'est-à-dire que le fois, elle a été exfiltrée. Elle a commencé à dire que j'étais lesbophobe. Arrête de me vampiriser. Tu me... et d'ailleurs, au procès, elle a fait tout un truc comme quoi je la... à distance dans sa tête, que c'était moi qui l'a provoqué. Par exemple, je faisais une émission, elle disait, oui, je vois bien que tu me souffles le chaud et le froid. Je le souffle et rien du tout. Et donc, en fait, elle était dans un délire érotomane. Et on a pris conscience qu'elle s'était inscrite à mon nom aux universités d'été. Elle s'appelait Bessie Tondelier dans notre fichier. Elle avait adhéré 5 fois, Bessie Tondelier. Quand elle finit par être exclue, parce que je ne veux pas qu'elle s'en prenne à des militants, donc la région d'appartenance en Rhône-Alpes l'exclut, elle me dit, espèce de lesbophobe, machin truc, elle me hurle dessus. Je me dis, bon, bah au moins, elle est fâchée, mais elle ne me parlera plus. Et dès le lendemain, et puis elle me disait ce jour-là, je veux faire une PMA avec toi, mais t'as au moins 50 ans, sympa, et donc tes œufs sont périmés, je veux pas de tes ovocytes dégueulasses. En plus, t'as déjà servi, t'as déjà un enfant, moi je veux quelqu'un qui est pas servi encore. Je dis, ah bah c'est très bien. Donc, je lui réponds pas, je dis, bon, très bien, voilà. Je suis horrible. Et ça a duré combien de temps, toute et cette situation? Ça a reduré, parce qu'en fait, je voulais porter plainte, évidemment. Tout le monde m'a dit en rentrant, tu portes plainte. Sauf que je vous rappelle qu'on est le dimanche, je sais plus combien, août, et que je rentre chez moi le dimanche après une semaine de rentrée politique. Et le lundi, il y a Bayrou qui se jette de la falaise en disant je vais demander la confiance. Ah oui, exact. Donc on part dans un truc. Moi, c'était ma semaine où je devais être un peu hainant. C'était la semaine de l'horreur. Et en fait, finalement, je dois repartir. Et j'avais pas une demi-journée où je vais au commissariat, j'explique tout au mec. Voilà. Donc j'ai fini par le faire à Hénin la semaine d'après, parce qu'elle est venue à la braderie de Lille. Et là, j'ai appelé le préfet. Je me réveille le matin, je vais à la braderie de Lille, je reçois le truc, ça y est, c'est le grand jour, je viens de voir. Et j'appelle le préfet en disant, j'ai un problème, je suis désolée de vous embêter avec ça, mais moi, je surveillais tout le temps si elle n'était pas là, mais là, la braderie de Lille, je sais pas si...
tous les gens qui sont déjà allés comprennent que je ne peux pas faire un discours et surveiller les 100 000 personnes. Et j'avais sa localisation. Alors des fois, elle était à 1 minute de moi, des fois à 2 minutes, des fois à 5 minutes, on respirait, des fois elle revenait. Infernal. Et le soir, elle m'envoie une vidéo, donc elle reprend le train en disant « Ah bah je t'ai pas croisée », mais comme si elle avait une excitation d'avoir été pas loin de moi, un truc vraiment chelou. Et elle me dit « Je t'ai vu applaudir », parce que j'ai fait un discours, puis j'ai applaudi, je sais pas, le Stéphane Bally, le tête de liste, puis elle dit « Je t'ai vu applaudir et je m'imaginais que tu faisais ça sur mes fesses. » C'était des trucs comme ça tout le temps. Quoi que je fasse ou que je dise, elle y voyait une provocation érotique de ma part. Et elle voulait une PMA, et elle s'appelait Tondelier parce qu'on était mariés. Et ça s'est terminé qu'elle m'a dit, de toute façon, moi je dois venir à Hénin-Beaumont parce que je suis pas sûre que ça me plaise. Et je veux habiter avec toi, mais je suis pas sûre que ça me plaise. Et donc elle s'est fait arrêter au parc public d'Hénin-Beaumont. T'as été satisfaite de la condamnation? Alors moi, c'est bizarre hein, quand quelqu'un est condamné, pas à cause de vous, mais du fait de votre intervention. Mais en fait, quand je suis arrivée au commissariat, donc j'ai porté plainte. Et je dois le dire, j'ai été très très bien prise en charge. Parce qu'on entend tellement de choses sur comment on est les victimes. Bien sûr, oui, mais en même temps, t'es Marine Tondelier. Oui, mais c'était au commissariat d'Hénin-Beaumont. Enfin, j'ai pas eu un traitement de faveur dans le dépôt de plainte, etc. Par contre, je pense que le fait d'avoir été mise sous protection policière à la braderie de Lille, d'être particulièrement exposée, j'ai eu... Voilà. Et puis de toute façon, elle a été prise en flagrant délit, donc ça a aussi accéléré le traitement. Mais je me rappelle, parce qu'à un moment, ils me disent « Mais on a borné son téléphone ». Et elle vous appelle, enfin je sais plus, ils avaient dit, cette semaine, elle vous appelait genre 200 fois, je dis, ah mon Dieu. Ils disent, vous avez déjà écouté votre répondeur? Je n'écoute jamais mon répondeur. Mon répondeur dit de ne pas me laisser de message, je l'écoute jamais. Et là, je vais dans le truc répondeur sur mon téléphone, et on voit des milliers de messages vocaux, certains où elle me demandait en mariage, d'autres où elle pleurait, et franchement, ils disaient, oh, bah voilà, c'est votre copine. Et même pendant la garde à vue, ils m'ont dit, vous savez, la garde à vue a été éprouvante pour nous, en fait, parce qu'elle nous a parlé de vous pendant 12 heures, de votre amour, que vous la... Ça n'avait pas de sens, quoi. Mais elle était quand même... je me demandais si elle serait... vous savez, parce que des fois, selon le discernement, on peut dire que la personne n'est pas responsable pénalement. Oui. Et là, le psychiatre qui l'a vue l'a jugée suffisamment dans le discernement pour être responsable de ses actes. Et surtout, j'ai compris. Donc, à un moment, je dis oui. Moi, je m'inquiétais pour elle. Dans mon dépôt de plainte, je dis, elle me parle de son beau-père qui a fait de la pédocriminalité, de sa mère et de son ex-copine Perrine. Et quand je dis ça, le policier vraiment, quand là, je suis... pendant l'enquête, le policier éclate de rire en disant « Mais madame, Perrine n'est pas du tout son ex-copine, c'est son ex-victime. » Alors moi, je dis « Bah, oui, mais c'était son ex-copine, non ?» Il me dit « Mais pas du tout. » Il me dit « Mais madame, mais vous aussi, vous êtes sa copine, là, en ce moment, dans sa tête. » Là, je me dis « Mon Dieu. » Elle m'en parlait avec tellement d'assurance, mon ex-copine, Perrine, elle est comme toi, je sais pas quoi. Tout le monde était lesbophobe, de toute façon, tous les gens qui lui disaient de se calmer étaient lesbophobes. Et donc, et je me dis, mais même moi, alors je sais que Nana a quand même un problème, même moi, je considère que cette Nana est son ex-victime. Et elle avait eu 75 000 textos. Et elle l'avait rencontrée dans le milieu professionnel. Ouais. Et elle habitait à Lyon. Et moi, je me suis dit, mais si j'avais habité à côté d'elle, attaque, quoi. Aujourd'hui, tu te sens en sécurité? Bah, j'en ai un autre là, qui a pris le relais. J'avais des photos de son quotidiennement. Et bon, bah, ça arrive. Sur les réseaux sociaux, etc. Franchement, les gens sont perturbés. Et c'est un jour, il m'a dit, je te donne rendez-vous au marché de Carvin. Je me suis dit, donc il habite à côté de chez moi. Et je ferai des recherches et je vois qu'il travaille à la DGPP, la Direction Générale de la Protection des Personnes. Je me dis, inquiétant. Peut-être que c'est pas lui, peut-être que c'est un homonyme. Mais en fait, à un moment, vous apprenez à porter plainte en vous disant, ça peut aider d'autres gens. Oui, c'est pas que pour moi. Exactement. Là, il y avait eu plusieurs victimes. Et ce monsieur, en fait, pour en arriver à faire ce qu'il fait, de prendre des photos de lui en pleine action, de me les envoyer en disant « Tu veux voir ma vidéo ?» Je ne réponds pas. « Ah bah je te l'envoie quand même dans le message suivant. » À un moment, tu dis « Ouais, la personne ne va pas bien. » Et moi, c'est des mails. Peut-être que pour certains, ça peut être autre chose. Et donc lui, pareil, il y a une procédure en cours. Je ne veux pas engorger les tribunaux, mais franchement, à des moments, il faut agir. Et donc je le dis, si ça vous arrive, ne pensez pas que les gens vont tout seuls se guérir. Oui, et tout ça. L'érotomanie, c'est une maladie, en fait. C'est pas vous le sujet. C'est pas forcément la personne. Donc, c'est une maladie. Et en plus, la personne, elle avait eu des injonctions de soins psychiatriques. Ok. Spoiler alerte, ça n'avait pas marché. Voilà. Marine Tondelier, est-ce que tu crois en Dieu? Ça, c'est personnel. Ah bon? Ouais. Pourquoi c'est personnel? Parce que je considère que la laïcité est très importante. Et donc, il y a des choses qui sont sorties, qui ont parlé pour moi d'ailleurs de ma foi. Donc, j'ai été élevée dans une tradition catholique. Bah oui, c'est vrai, je parle du catéchisme dans mon livre, mais je raconte mes séances de catéchisme petites et ce que ça m'a apporté, parce que dans cette ère pas de famille, j'entendais des choses qui me choquaient. J'étais
le catéchisme, je crois qu'on commence en CE2. Donc je devais avoir 7 ou 8. J'avais un an d'avance, donc je devais avoir 7 ans. Mais ça, voilà, je raconte cette anecdote d'enfance pour expliquer d'où je viens, les parcours sont intéressants. Mais ce que je crois ou pas et ce que j'en fais aujourd'hui, ça me regarde et je pense que voilà, dans le débat politique, la laïcité c'est important et en tant que personne publique, je dois être neutre vis-à-vis des cultes. Et moi en fait, j'ai un truc de base, y compris dans ma manière de croire ou pas, c'est que je respecte toutes celles et ceux qui croient, quel que soit le Dieu dans lequel ils croient, ou les dieux. C'est irrespectueux de dire et je respecte aussi ceux qui ne croient pas. C'est le catholicisme et je crois en Dieu et je respecte ceux qui pratiquent l'islam et qui politique. croient en Dieu. Là, tu m'as invité parce que je suis candidate à la présidentielle et je considère pas que ce soit un sujet politique. Mais par contre, ce qui est politique, c'est que, quel que soit ce que les gens croient ou pas, ils doivent pas être discriminés en fonction de ça. En fonction de ça. Mais c'est un vrai sujet politique. C'est un vrai sujet politique. Je suis tombé sur un article. Que je suis, y répond avec plaisir. Marine Tondelier, je suis tombée sur un article de Planète Climat. Qu'est-ce qui se passe ? Qui dit que 70% considèrent que la Bible contient de nombreux passages en lien avec la protection de l'environnement. Plus de la moitié des catholiques pratiquants estiment que c'est le rôle de l'Église de parler d'environnement et de changement climatique. Voilà, je voulais savoir si tu pensais, si tu crois que protéger la planète, ça peut être un acte spirituel. Ah ben, je peux vous dire que, et là je le dis en tant que femme politique, quand le pape François a sorti son encyclique Laudate Si, qui était un acte radical et courageux en faveur de l'environnement, mais pas que. Dans Laudate Si, il y a aussi les migrants, etc. Enfin, c'est un truc très... c'est une bombe, en fait, ce texte. Et je me suis dit... Alors, il y a eu Laudate Si, et ensuite, 10 ans après, il a fait une exhortation apostolique, ça s'appelle, donc tu expliques ton texte précédent, qui s'appelle Laudate Deum. Donc ça, j'étais déjà secrétaire national des Verts, et je me rappelle la croix qui dit, on veut, en tant que chef des écolos, on veut vous interroger sur Laudate Deum, la portée écologique du texte. Donc, je suis au bureau, j'imprime Laudate Deum, qu'évidemment, je ne suis pas abonné à la newsletter du pape, donc j'imprime Laudate Deum, je commence à lire, et c'était en plein, vous savez, côté c'était un moment très très dur pour l'écologie en France, c'était violent en fait. Darmanin qui nous mettait une cible dans le dos en disant les écologistes sont des... Une répression très très forte pour des choses qui auraient été valorisées des années avant, quand José Bové fauchait les OGM, ou vous voyez, des choses qui auraient été dites, tiens c'est courageux, mais tout d'un coup c'était criminel et poursuivi, des gens qui ont fait des gardes à vue pour un autocollant, les JO c'est pas Jojo dans le métro quand même, enfin délire. Et je lis ce truc, et je me rappelle dire à la Croix, le journaliste il s'attendait pas à ça, je dis mais le pape a mieux compris l'écologie que Gérard Darmanin. Il a mieux compris les jeunes aussi, parce qu'il parle de l'éco-anxiété, des jeunes qui ne savent pas sur quelle planète ils vivront. Et je me suis dit, voilà, ce pape, parce que le pape, c'est aussi un homme politique en réalité, voilà, c'est un fait. Je me suis dit, lui, il a mieux compris l'environnement, l'écologie, la justice sociale et la justice environnementale très liées, il en parle aussi beaucoup, que la plus grande partie de la classe politique française. Voilà, parce qu'il y a des notions de terre, il y a des notions de nature, il y a des notions de création. Moi, je me demandais si tu voyais une résonance dans ton combat. Je parle dans la Bible. On retrouve ces notions-là. Je me rappelle, j'ai eu la chance de visiter un site magnifique qui est le Grand Canyon aux États-Unis. Il y a très longtemps. Je ne prends plus l'avion depuis bien longtemps, mais voilà, je partais avec l'UCPA, vous savez, donc c'est des vacances sportives très axées sur la nature, etc. Et quand j'étais jeune étudiante, c'est un des voyages fondateurs aussi de mon engagement environnemental. Et donc j'arrive au Grand Canyon et t'as un truc de, tu vois, l'immensité de la nature, tu gardes ces images en tête encore maintenant. Hein. Et je me rappelle, donc c'est un endroit où il y a beaucoup de mormons, de créationnistes, enfin, c'est quand même très très religieux, mais de la religion d'emprise, quoi. Et je me rappelle lire, on reçoit des documents là, à l'entrée du parc national, et c'est écrit, le Grand Canyon est écrit il y a 6000 ans, en même temps que les êtres humains et le vivant, et c'était écrit, je me rappelle dire, ça n'a aucun sens. Ils disaient, mais moi je suis scientifique, c'était des scientifiques créationnistes, et comme ils disaient, moi je suis scientifique, vous l'êtes pas, donc moi je vous dis, je suis scientifique, ça a été écrit il y a 6000 ans. Mais le Grand Canyon n'a pas été écrit il y a 6000 ans. Si, c'est dans la Bible. Et je suis scientifique. Et donc je me suis dit, ouais, ok, super. Merci Marine Tondelier. C'est une manière bizarre de finir cette interview, mais tout ça pour montrer que ce monde part quand même un peu en live parfois. On peut te lire dans ton ouvrage Demain, si tout va bien, aux éditions Albin Michel. Je vous le conseille, franchement, il est pas mal. Il donne de l'énergie normalement. Il est vert. Alors, évidemment, il est non pelliculé, c'est-à-dire que c'est un livre écologique. Oui, ça se ressent. Le papier a été fabriqué dans une imprimerie qui se sert de l'eau du torrent qui passe à côté pour faire marcher les turbines, tout ça. Et c'est donc toutes les normes que je prône dans la vie sont dans la fabrication de ce livre aussi. Il n'est pas cher exprès pour que vous puissiez l'acheter et y avoir accès. Et j'ai même mis un chapitre gratuit. Vous allez sur marinetondelier.fr ou demain si tout va bien.fr, vous avez accès à un chapitre gratuit
C'est quand même un investissement, un livre. Et donc, ceux qui veulent tester un chapitre avant éventuellement de l'acheter, vous pouvez avoir un chapitre gratuit sur mon site. Et ce chapitre gratuit, on peut le retrouver sur ton site marinetondelier.fr. Tu es également disponible sur tes réseaux sociaux. Ton compte Instagram, c'est Marine Tondelier. Ton compte TikTok, c'est Marine Tondelier. Et pas de photos érotiques ou de On grosses évite. steaks. Voilà, si vous ne m'aimez pas, ne m'écrivez pas comme ça. Ne soyez pas obsédés comme ça C'est par moi. mieux. Mais en tout cas, surtout si vous voulez filer un coup de main, je le dis, on s'engage dans un truc qui n'est pas facile, la présidentielle. Et donc, celles et ceux qui me disent « Ah bah moi, je suis à ça de te rejoindre, de t'aider. » Souvent, il y a ça aussi, les gens, ils ont envie, mais ils n'osent pas trop. Franchement, j'ai besoin d'aide, je le dis. Et cette aventure, elle sera belle aussi si elle est collective. Donc, si ça vous dit de faire l'expérience d'une campagne présidentielle, comment ça marche depuis le tout début, où on réfléchit ensemble, on fait des groupes de travail, on fait de la riposte sur les réseaux sociaux, on arrive... Vous allez voir. Et tout ça, si vous voulez participer à ça, avec le temps que vous avez, de l'endroit où vous êtes, personne n'est obligé de rien, et vous trouverez l'endroit qui vous va bien. Il y en a qui veulent bosser sur le projet, il y en a qui veulent être sur les réseaux sociaux, il y en a qui veulent juste être dans les réunions de réflexion, il y en a juste qui veulent être sympas. On prend aussi, voilà. Tout est possible et ça commence sur marinetondelier.fr. Marine Voilà. Tondelier, convaincue et convaincante, à vous de le dire dans les commentaires de cette Vraiment, les vidéo. commentaires, on a hâte. Avec Voilà. bienveillance, bien Vivement évidemment. qu'on lève votre anonymat. Ah On se retrouve très Peut-être que bientôt. ce sera rétroactif, je sais pas. On se retrouve très bientôt avec une nouvelle personnalité politique. Prenez bien soin de vous et des gens que vous aimez. Bye bye.